Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont avec nous en présence, à ceux qui nous écoutent à la maison. C'est notre dernière séance avant les vacances, donc une séance bien chargée. Peut-être faire un petit retour sur le mois de juin, qui lui aussi fut assez chargé, merci, avec quand même de belles annonces pour les citoyens de Victoriaville. Tout d'abord, l'inauguration du centre communautaire d'Arthabasca version 2.0 parce qu'il y a eu toute une cure de rajeunissement, notre centre communautaire. Il a été inauguré cette semaine, de beaux espaces très accessibles pour l'ensemble de la population qui ont toutes les technicalités aussi ou les fonctionnalités pour les gens à mobilité réduite, quelque chose qui était très important, puis qui répondent à plusieurs clientèles, autant sportives, culturelles qu'au niveau des arts, que du milieu communautaire. On ne le sait pas, mais c'est tout près de 4000 visiteurs qui passent les portes du centre communautaire à tous les ans. C'est en fait le bâtiment municipal le plus achalandé. Donc, une mise à niveau qui était nécessaire et dont on est bien fiers d'avoir fait l'annonce. On a eu aussi récemment une belle annonce d'un partenariat avec l'entreprise Cléo, qui est une filière d'Hydro-Québec, pour mettre à l'essai, ici même à Victoriaville, une première au Canada, soit celle d'une borne de recharge V2X. Vous allez me dire, c'est quoi ça, une borne V2X? Eh bien, on est habitué avec nos voitures d'aller à une borne de recharge pour récolter de l'énergie. Eh bien, cette nouvelle technologie-là qu'on va tester ici même à l'Hôtel de Ville permettrait à un citoyen d'aller à la borne et de lui-même donner de l'énergie au bâtiment dans des périodes de crise naturelle. Donc, on peut imaginer que s'il y avait une panne de courant qui touche l'ensemble de la ville de Victoriaville, eh bien, des citoyens avec des véhicules électriques pourraient venir alimenter l'hôtel de ville qui sert, entre autres, de milieu pour les mesures d'urgence. Et ce fonctionnement-là pourrait être répliqué pour une bibliothèque, un centre communautaire, donc qui augmenterait considérablement la résilience de nos bâtiments et qui fait de Victoriaville un leader du développement durable à ce niveau-là, puisque c'est la première ville au Canada à mettre à l'essai cette nouvelle technologie dont on n'est pas peu fiers. On a aussi souligné les exploits de plusieurs sportifs de Victoriaville tout récemment lors de la Classique des champions. On a eu la chance d'avoir des athlètes féminins et masculins qui se sont démarqués, qui se sont vus accorder des bourses pour poursuivre leur cheminement. On le sait, ces athlètes-là, non seulement font rayonner Victoriaville dans leurs diverses disciplines, mais c'est aussi des beaux modèles pour nos jeunes et c'est important pour la ville de Victoriaville de souligner leurs exploits. Et puis, peut-être, finalement, vous avez vu les débuts des travaux en lien avec l'agrandissement de l'Hôtel-Dieu d'Arthabasca qui ont commencé. Il va y avoir certaines entraves sur le boulevard Laurier à prévoir pour les prochaines années. C'est certain qu'il va falloir être conciliant au cours des prochaines années parce que c'est quand même des travaux d'envergure, mais au final, je pense que tous les Victoriavilloises, Victoriavillois et même les gens de la région vont pouvoir profiter d'un hôpital qui sera modernisé considérablement. Donc, les débuts des travaux ont commencé ce mois-ci. Donc, pour ce soir, on a quand même, comme je le mentionnais, une bonne séance et on aurait quelques points à ajouter à l'ordre du jour. Oui, il y a également un sujet à retirer, en fait, qui est l'embauche d'une personne au poste de technicien en documentation, le numéro 8.1. Il y a également l'ajout aux affaires nouvelles d'un projet d'acte de servitude à intervenir sur des arrière-lots de la rue Garand ainsi que la vente d'un terrain adjacent. Les soumissions reçues en vue de travaux de réfection et de réisolation de la toiture de l'usine d'épuration. Ensuite, l'octroi des avenants 2 et 3 du contrat pour les services professionnels d'ingénierie en vue de la réalisation des travaux de construction d'un complexe multifonctionnel et une offre de services pour les services, la surveillance des travaux dans le cadre des travaux de réfection et de réisolation de la toiture de l'usine d'épuration. Parfait. Benoît Gauthier, Caroline Pilon pour proposer l'ordre du jour. Adoption des procès-verbaux des séances tenues les 3 et 17 juin 2024. Est-ce que c'était conforme pour tout le monde? Patrick Paulin, Yannick Poisson. Dépôt du rapport d'application des recommandations de la Commission municipale du Québec. Donc, il s'agit du suivi des recommandations formulées à la Ville de Victoriaville dans le cadre de l'audit portant sur le processus encadrant l'adoption des règlements en décembre 2020. Michael Provencher. C'est un dépôt. Ah, pas besoin. C'est bon.
Reddition des subventions auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme On a d'aide sauté le dépôt du certificat d'enregistrement de la greffière. à l'égard du règlement d'emprunt 1567-2024. Donc, un registre a été tenu du 10 au 14 juin et le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Parfait. Reddition de subventions auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable dans le cadre du programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Il s'agit du projet de construction d'accotements cyclables sur le Rang-No. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Liste des comptes pour le mois de juin totalisant 13 571 636 $. C'était beau pour tout le monde. Patrick Paulin, Benoît Gauthier. Autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt 1433-2021. Il s'agit d'une mise à niveau de la conduite de refoulement du poste de pompage Arthabasca pour 512 000 $. Marc Morin, Yannick Fréchette. Autorisation de dépenser dans le règlement d'emprunt 1484-2022. Il s'agit des améliorations locatives pour un montant de 306 000 $ pour le skatepark intérieur. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Autorisation d'effectuer, d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement. Il s'agit de variations budgétaires afin d'accorder les montants nécessaires pour divers projets. Yannick Poisson, Caroline Pilon. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 10 988 000 $. Donc, la Ville de Victoriaville souhaite émettre une série d'obligations pour divers règlements d'emprunt pour un montant total de 10 988 000 $ qui sera réalisé le 26 juillet 2024. Marc Morin, Michael Provencher. Recommandation du Comité loisirs et vie communautaire concernant les demandes d'aide financière. Donc, les demandes qui ont été formulées sont pour le Centre de stimulation L'Envol pour 10 000 $, le Marché de solidarité régionale de Victoriaville pour 10 000 $, Petite Ligue Victoriaville pour de l'aide au fonctionnement pour 900 $, Petite Ligue Victoriaville pour les projets spéciaux pour 2 076 $, Société du Musée Laurier pour les projets spéciaux pour 6 406 $, Société du Musée Laurier, promotion et communication pour 9 960 $ et la troupe Aquapla, est-ce que c'est ça? Festival des amateurs de théâtre de Victoriaville pour 6 000 $ pour un montant total de 45 382 $. Michael Provencher, Chantal Moreau. Demande d'admissibilité à la reconnaissance municipale de l'organisme La Parenthèse. Il s'agit que l'organisme La Parenthèse pour les services droit d'accès soit admis à la reconnaissance municipale dans la catégorie organisme communautaire, action communautaire, pour la partie de ses services et de ses activités réalisées à Victoriaville ou destinées principalement à sa clientèle de Victoriaville. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Accord de subvention à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la Fédération canadienne des municipalités. Il s'agit d'approuver l'accord de subvention à intervenir entre la Ville de Victoriaville et la Fédération canadienne des municipalités concernant le projet pilote d'un système novateur d'assainissement des eaux usées avec des micro-algues sous une symbiose industrielle. L'aide financière peut aller jusqu'à 500 000 $ et la Ville contribuera pour un montant de 172 000 $. Alexandre Côté, Yannick Poisson. Donc, pour vous expliquer rapidement, un autre dossier dont on peut être fier à Victoriaville, qui est propulsé, entre autres, par la Cité de l'innovation circulaire et durable. Donc, on sait, on a des usines qui sont des grands consommateurs d'eau et qui émettent par le fait même des rejets dans notre réseau d'aqueduc. Et là, grâce à une contribution avec le milieu universitaire, on va mettre à l'essai, dans le cadre d'un projet pilote, si on veut, une serre où on viendra récupérer les rejets de ces entreprises-là en eau. Ce sera mélangé avec des micro-algues qui, ultimement, peuvent faire des cartons qui pourraient être commercialisés, achetés par des compagnies comme Nestlé ou Cascade de ce monde. Donc, ce sera mis à l'essai tout près de la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région, un projet qui met plusieurs cerveaux autour d'une même table, de même que des entreprises de chez nous. Et ultimement, si ça s'avérait être efficace et bien fonctionner, bien, on peut penser à une entreprise comme Lactalis, qui est un grand consommateur d'eau et, par le fait même,
rejets dans notre réseau, bien, on pourrait donner une utilité plus intéressante à ces rejets-là, puis ultimement réduire le nombre de traitements qui devraient être faits par notre usine également. Donc, un beau projet pour lequel on a eu une subvention de 500 000 $ puis qui va surtout nous permettre de pousser encore plus loin l'innovation à ce chapitre. Offre de services professionnels d'architecture pour la réalisation d'un programme fonctionnel et technique. Donc, nous avons reçu des soumissions de Lemay Côté Architecte, de Artesa et de Affleck de la Riva Architecte. Au terme de ce processus d'évaluation qualitative, la firme ayant obtenu le pointage final le plus élevé est Affleck de la Riva Architecte. Par conséquent, il y a lieu d'accorder le contrat de service professionnel d'architecture pour la réalisation d'un programme fonctionnel et technique en vue du réaménagement de l'Hôtel de Ville et du 33 rue Notre-Dame-Est à cette firme pour un montant de 37 000 $, taxes non incluses. Parfait. Michael Provencher, Yannick Fréchette. Offre de services professionnels d'ingénierie reçue en vue des travaux de mise à niveau de la conduite de refoulement du poste de pompage Arthabasca. Donc, il y a lieu d'autoriser la réalisation du contrat par la firme Pluritech au montant de 79 286,90 $, taxes non incluses. Benoît Gauthier, Patrick Paulin. Offre de services professionnels d'ingénierie reçue en vue des travaux de décarbonation de l'Hôtel de Ville et du poste de pompier Fernand Giguère. Il s'agit d'autoriser la réalisation du contrat de la firme Côté Jean et Associés au montant de 115 400 $, taxes non incluses. Marc Morin, Yannick Fréchette. Offre de services professionnels d'ingénierie reçue en vue de la mise à niveau des 5 puits Arthabasca. Donc, nous avons reçu des soumissions de Les Services EXP et de Pluritech. Au terme de ce processus d'évaluation qualitative, la firme ayant obtenu le pointage final le plus élevé est Pluritech. En conséquence, il y a lieu d'accorder le contrat de service professionnel d'ingénierie en vue de la mise à niveau des 5 puits Arthabasca à la firme Pluritech et d'autoriser la réalisation des volets 1, 2 et 3 au montant total de 118 299 $, taxes non incluses. Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Soumission reçue en vue des travaux de nettoyage et d'inspection télévisée des conduites et des regards d'égout pour l'année 2024. Donc, nous avons reçu une seule soumission de Inspec Vision 3D Inc. Donc, la soumission étant conforme, il y a lieu d'accepter la soumission au montant de 84 451, taxes non incluses. Michael Provencher, Chantal Moreau. Soumission reçue en vue de l'achat de 2 pompes de distribution à l'usine d'eau potable Amel. Donc, nous avons 2 soumissions, soit de pompes Garant pour 113 701,53 et de Gagnon moteur électrique pour 102 098,9 $. Attendu que la plus basse soumission est conforme, il y a lieu d'accorder la soumission à Gagnon moteur électrique au montant de 102 098,9 $, taxes non incluses. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. Octroi d'un contrat pour la fourniture de polymères à émulsion pour l'année 2024. Il y a lieu d'autoriser la réalisation du contrat par l'entreprise Axem Canada pour un montant de 84 011,20 $, taxes non incluses. Michael Provencher, James Casey. Embauche d'une personne au poste permanent, technicien en documentation. Ce sujet-là était retiré de l'ordre du jour. Nomination d'une personne au poste cadre, directrice au sein du service des communications des relations citoyennes. Donc, il s'agit de procéder à la nomination de Mme Fanny Landry au poste cadre de directrice au sein du service des communications et des relations citoyennes, et ce, à compter du 17 juin 2024. Mme Landry, qui est à l'embauche de la Ville depuis déjà maintenant plusieurs années. On lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions. Caroline Pilon et Yannick Poisson. Prolongation d'une période probatoire d'un employé au poste cadre au sein du service des infrastructures. Il s'agit d'une prolongation jusqu'au 3 décembre 2024. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Prolongation d'une période de probation. On est à lettre d'entente. Lettre d'entente 2024
à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec. Donc, il s'agit d'approuver la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat et d'autoriser sa signature. Yannick Poisson, Alexandre Côté. Lettre d'entente 2024 à intervenir entre la Ville et le Syndicat des employés municipaux. Donc, même chose, il s'agit d'approuver la lettre d'entente et d'autoriser sa signature. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Avis de motion à être donné d'un règlement visant à modifier le règlement 1556-2024 instaurant un programme de crédit de taxe foncière visant à favoriser la construction et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles et dépôt du projet de règlement. Donc, il s'agit d'une modification visant à ajouter l'aménagement de logements à la possibilité d'obtenir un crédit de taxe. Merci beaucoup, Alexandre Côté. Donc, vous vous souviendrez, au début de la dernière année, on avait mis sur pied un programme de crédit de taxe visant à stimuler la construction de logements pour espérer avoir davantage de logements qui sont construits sur le territoire, considérant le taux d'inoccupation qui est très bas à Victoriaville, à 1 Bien, aujourd'hui, on vient élargir ce crédit de taxe-là à de la conversion de logements. Donc, ultimement, au début, c'était tout simplement des nouvelles constructions. Maintenant, s'il y a une conversion d'un édifice commercial à des fins résidentielles ou s'il y avait seulement que 2 logements, puis maintenant on en réalise 4, bien, ils seront admissibles pour les rénovations afin de poursuivre les efforts pour la construction de logements. Adoption du règlement 1571-2024 décrétant l'imposition d'une compensation à l'égard de certains immeubles assujettis à des travaux d'entretien du Ruisseau Noir, branche 34. Il s'agit d'un règlement nécessaire pour les frais engagés dans le cadre de travaux d'entretien effectués par la MRC. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble situé au 16 rue des Plaines. Est-ce que des gens sont présents dans la salle concernant les dérogations mineures? Non. Donc, on va les adopter en bloc, Monsieur le maire. Donc, pour le 16 rue des Plaines, il y a lieu d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que le garage ne doit comporter un maximum de 1 étage. Le garage doit être situé à une distance minimale de 3,5 mètres de la ligne avant de terrain par rapport à la rue des Bouleaux. La haie située le long de la ligne mitoyenne avec le voisin du 40 rue des Bouleaux doit être maintenue et entretenue ou, au besoin, remplacée. Ensuite, pour le 1 rue Réal, il s'agit d'accorder la dérogation mineure conditionnellement à ce que la haie située le long de la ligne mitoyenne avec le voisin du 41 rue Maurice doit être maintenue et entretenue ou, au besoin, remplacée. Pour le 161 des Bois-Francs-Nord, il y a lieu d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Pour le 155 rue Olivier, il y a lieu d'accorder la dérogation mineure telle que formulée. Et c'est ce qui complète les dérogations. Alexandre Côté, Caroline Pilon. Rapport du comité consultatif d'urbanisme de Victoriaville relatif à des projets ayant trait au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, il y a le projet pour le 180 rue Notre-Dame-Ouest pour la rénovation extérieure, pour le 28 rue Saint-Philippe pour un projet de rénovation et le 846 boulevard des Bois-Francs-Sud pour le projet d'aménagement en cours avant d'une piscine qui est refusée. Michael Provencher, Marc Morin. Adoption du second projet de résolution PPC-moi concernant le règlement 1268-2019 pour le 704 rue Notre-Dame-Ouest. Il s'agit d'un projet de construction d'un bâtiment commercial dont l'implantation du bâtiment et des aires de stationnement sont dérogatoires et dont la durée de validité du certificat d'autorisation de démolition est prolongée. Donc, attendu l'adoption du projet de résolution à la séance du 3 juin 2024, attendu l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le mardi 25 juin 2024. Il y a lieu d'adopter le second projet de résolution sans changement. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. PPC-moi pour le 1055 boulevard des Bois-Francs-Sud. Donc, il s'agit d'un projet visant à permettre qu'une habitation unifamiliale détachée soit construite sur un terrain qui n'est pas desservi par les services d'aqueduc et d'égouts municipaux, alors que l'article 2.1.1 du règlement sur les conditions d'émission des permis de construction
l'exige. Attendu que le projet de résolution a été adopté à la séance du 3 juin 2024, attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le mardi 25 juin, il y a lieu d'adopter la présente résolution. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Adoption du second projet de règlement numéro 1566-2024, modifiant le règlement 1261-2019. Donc, c'est une modification afin de permettre dans la zone C504 que la classe d'usage C6 commerce lourd et les usages entrepôts, et de permettre également les usages entrepôts et mini-entrepôts. Donc, attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le mardi 25 juin 2024, il y a donc lieu d'adopter sans changement le second projet de règlement tel que soumis. Michael Provencher, Chantal Moreau. Adoption du second projet de règlement pour le 1574-2024, modifiant le règlement 1261-2019. Donc, c'est des modifications aux grilles de spécification pour les zones M411 et 412 afin d'interdire les stationnements publics sur ces terrains. Donc, attendu l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le mardi 25 juin 2024, il y a lieu d'adopter sans changement le second projet de règlement tel que soumis. Yannick Fréchette, Marc Morin. Adoption du second projet de règlement 1575-2024, modifiant le règlement 1261-2019. C'est une modification pour permettre une habitation multifamiliale, une remise détachée par logement pour une habitation multifamiliale, une remise détachée par logement lorsque les logements sont juxtaposés. Donc, attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le mardi 2 juillet, donc juste avant la séance, il y a donc lieu d'adopter sans changement le second projet tel que soumis. Annick Poisson, Caroline Pilon. Adoption du second projet de règlement numéro 1576-2024 pour modifier le règlement 1261-2019. Donc, il s'agit d'ajouter à la grille de spécification pour la zone C519 la classe d'usage commerce lourd, usage entrepôt. Donc, attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le mardi 2 juillet 2024, il y a lieu d'adopter sans changement le second projet de règlement tel que soumis. Benoît Gauthier, Alexandre Côté. Adoption du règlement 1573-2024, modifiant le règlement 1261-2019. Donc, attendu que l'Assemblée publique de consultation a eu lieu le mardi 25 juin 2024 et attendu que le règlement 1573-2024 n'est pas susceptible d'approbation référendaire, il y a lieu d'adopter le règlement tel que soumis. Marc Morin, James Casey. Recommandation du Comité des transports visant à retirer des arrêts obligatoires sur les rues Jean-François et Marie-Perle. Ça dit ce que ça a dit? C'est pas mal ça. C'est bon. Benoît Gauthier, Patrick Paulin. Demande d'utilisation du pavillon Jean Béliveau. Donc, il s'agit d'autoriser l'utilisation sans frais du pavillon Jean Béliveau par le club de pickleball Victoriaville durant la période estivale 2024 pour la pratique de ce sport par ses membres. Yannick Fréchette, Michael Provencher. Cadre d'application du projet de loi 31. Donc, suite à l'adoption du projet de loi 31 par l'Assemblée nationale, la Ville peut, avant le 21 février 2027, autoriser un projet d'habitation qui déroge à la réglementation d'urbanisme local en vigueur sur son territoire lorsque le projet comprend la construction d'au moins 3 logements, que la population de la municipalité est de 10 000 habitants ou plus et que le plus récent taux d'inoccupation des logements locatifs publié par la Société canadienne d'hypothèques et de logements à l'égard du territoire de la municipalité ou d'une région métropolitaine de recensement qui comprend ce territoire est inférieur à 3 % à un moment entre le 21 février 2024 et le 21 février 2027. La Ville de Victoriaville souhaite se doter de cette possibilité en l'encadrant par le biais de l'adoption d'un cadre d'application. Merci. Alexandre Côté, Benoît Gauthier. Projet d'acte de vente à intervenir concernant l'immeuble situé au 22 rue Rouillard. Il s'agit d'autoriser la signature de l'acte à intervenir. Michael Provencher, James Casey. Projet d'acte à intervenir concernant
le terrain situé au numéro 112 rue de l'Aqueduc. Donc, même chose, il s'agit d'autoriser la signature de l'acte à intervenir. Yannick Fréchette, Chantal Moreau. Addenda au protocole d'entente intervenu avec les TIC de Victoriaville. Il s'agit d'une modification afin de retirer une clause administrative concernant les travaux d'amélioration. Donc, il s'agit d'autoriser la signature de l'addenda. Yannick Poisson, Benoît Gauthier. Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour agir à titre de mandataire du regroupement d'achat en commun de produits d'assurance pour les cyberrisques. Donc, la Ville de Victoriaville se joindra au regroupement d'achat de l'UMQ et mandate celle-ci en vue de l'octroi d'un contrat de produits d'assurance pour les cyberrisques pour la période du 1er juillet 2024 au 1er juillet 2029. Michael Provencher, James Casey. Désignation des membres siégeant sur le comité de sélection du programme de transition énergétique des industries, commerces et institutions. Donc, il s'agit de Guy Gérard, conseiller en bâtiment et équipement à la Ville de Victoriaville, de Caroline Gazal, conseillère stratégique à la Ville de Victoriaville, de Marie-Lou Poisson, chef de division de la trésorerie et assistante trésorière, et de Richard Croteau, conseiller économique à la CDEVR. Caroline Pilon, Benoît Gauthier. Désignation des membres siégeant sur le comité d'analyse du programme de transition énergétique des industries, commerces et institutions. Donc, il s'agit de Mario Crousset, de Catherine Davignon, de Loïc Boulon et de Maude Villemard. Marc Morin, James Casey. Peut-être un petit rappel, dans le cadre de la subvention de 25 millions que la Ville de Victoriaville avait obtenue pour soutenir des initiatives en développement durable, il y a une d'entre elles que c'est un fonds de 1 million qui est destiné aux entreprises de Victoriaville qui voudraient convertir leur système de chauffage passant du mazout ou du gaz vers l'électrique. Donc, il y aura un comité d'analyse qui sélectionnera les projets qui seront retenus pour les aider dans cette transition énergétique. Regroupement de l'Office d'habitation Drummond, de l'Office d'habitation Drummond, de l'Office d'habitation Victoriaville-Warwick et de l'Office régional d'habitation de l'Érable. Donc, le Conseil recommande favorablement le regroupement de ces offices d'habitation, conformément à l'article 58.1 de la Loi sur les sociétés d'habitation du Québec. Chantal Moreau, Michael Provencher. Adoption de la politique de commandite révisée. Donc, il s'agit d'approuver la mise à jour de la politique de commandite. Révisée. Révisée. Chantal Moreau, Yannick Fréchette. Mise en candidature pour le prix Municipalité et développement durable dans le cadre de la cérémonie Mérite municipal du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il s'agit d'autoriser le dépôt de la candidature de la Ville de Victoriaville pour le prix au mérite municipal du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Caroline Pilon, Benoît Gauthier, d'Affaires nouvelles. Oui. Donc, projet d'acte de servitude et de vente à intervenir concernant les arrière-lots situés sur la rue Garand et un terrain situé au numéro 30, route de la Grande Ligne. Donc, il s'agit d'un acte de servitude permettant le passage d'installation et l'entretien d'une conduite d'aqueduc et la vente d'une parcelle adjacente à cette servitude. Chantal Moreau, Michael Provencher. Donc, soumission reçue en vue des travaux de réfection et de réisolation de la toiture de l'usine d'épuration des eaux usées Achille Gagnon. Donc, nous avons reçu des soumissions de Montgrain pour 627 946,95 de toiture Jules Chabot pour 519 000 et de toiture JDM pour 353 197 $. Donc, attendu que la plus basse soumission est conforme et celle de couverture JDM, il y a lieu d'accepter cette soumission au montant de 353 197 $, taxes non incluses. Yannick Fréchette, James Casey. Est-ce qu'il restait d'autres affaires? Oui. Donc, octroi des avenants numéros 2 et 3 du contrat pour les services professionnels d'ingénierie en vue de la réalisation des travaux de construction d'un complexe multifonctionnel. Donc, l'avenant 2,
et pour un montant de 42 840 $ et l'avenant 3 pour un montant de 48 288 $. Donc, le montant total des deux avenants s'élève à 91 128 $, taxes non incluses. Parfait. Michael Provencher et Chantal Moreau. Donc, il reste un sujet. Donc, pour offre de service pour la surveillance des travaux dans le cadre des travaux de réfection et de réisolation de la toiture de l'usine d'épuration des eaux usées Achille-Gagnon. Donc, attendu que la Ville de Victoriaville a précédemment octroyé un contrat de gré à gré à la firme BGA Architecte dans le cadre du même projet, attendu que le montant total de ces deux contrats excède 50 000 $, soit 58 793 $ taxes nettes. Donc, il y a lieu d'autoriser la réalisation du contrat de surveillance des travaux octroyé à cette firme au montant de 14 500 $ taxes non incluses concernant les travaux de réfection et de réisolation de la toiture de l'usine d'épuration. Benoît Gauthier, Yannick Poisson. On serait rendu aux interventions. Oui. Intervention des membres du conseil. Marc Morin. Oui, moi, M. le maire, j'aimerais parler des projets de quartier en spectacle. C'est un projet pilote que notre service des loisirs a préparé. Il y en a un le 6 juillet dans mon district 6, au parc Monseigneur Milot. 13 juillet, c'est Simon Morin qui va être c'est un hasard, qui va être pas le chansonnier, là, mais l'artiste invité. Le 13 juillet, il va être Thierry Larose au parc Curé-Larue. Le 20 juillet, Alex Doré au parc de l'Amitié. Puis le 27 juillet, Vanessa Bordois au parc des Goélands. Ces spectacles-là commencent à 19h. Et moi, celui de la fin de semaine qui vient, le 6 juillet, bien, j'invite toute la population, mais particulièrement les gens du quartier, parce qu'en plus d'avoir le spectacle à 19h de Simon Morin, il y a un comité de citoyens qui s'est formé pour offrir des activités spéciales, dont des ventes de garage. Il va y avoir des artistes qui vont présenter leur œuvre. On parle, ça va être... Les tables vont être réservées aux gens du quartier, mais tout le monde de la ville va pouvoir venir acheter des produits ou des œuvres d'artistes du quartier. Il va y avoir même un rallye bottine, c'est gratuit pour tout le monde, qui part à côté de l'école Monseigneur Milot. Puis à 5 heures, bien, on prend les tables qui ont servi pour les exposants, puis les gens vont pouvoir venir pique-niquer. Ils apportent leur lunch ou ils commandent du resto. Puis à 19h, bien, l'artiste Simon Morin se produit. Tout ça, c'est gratuit. Tout le monde est invité. Puis on a même un petit chapiteau en cas qu'il pleuve. Super. Samedi 6 juillet, dans le district 6. C'est une invitation à tous. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions? Ça allait? On pourrait passer pour la période de questions? Oui. Donc, seulement un petit rappel des règles pour la période de questions. Donc, nous vous demandons de vous présenter au micro à l'appel de votre nom. Votre intervention ne peut durer plus de 3 minutes en incluant le préambule et le contexte. Je vous aviserai après 2 minutes que je vais chronométrer le temps. Donc, après 2 minutes, je vais vous aviser que vous êtes rendu à 2 minutes. Donc, la durée de la période de questions est de 45 minutes. Donc, Audrey Murray. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, le conseil. Je voudrais juste dire que je suis un petit peu nerveuse. J'ai pas l'habitude de prendre la parole en public. Ma question, un petit préambule, puis ensuite, je vais direct à ma question. Selon l'Office québécois de la langue française, l'étalement urbain est un phénomène d'expansion des surfaces habitées à la périphérie des villes. Il se réalise par l'accroissement des zones résidentielles gagnées sur des terres naturelles. Le projet de quartier signature dans la sablière d'Arthabasca est un exemple flagrant d'étalement urbain. En effet, le site visé par le méga-projet de développement immobilier de plus de 330 logements est un écosystème unique façonné par les mouvements de la rivière Nicolet. La faible pente de la rivière a permis aux sédiments de s'accumuler progressivement, créant des sols sablonneux propices à une riche biodiversité.
Cette sablière naturelle est par ailleurs immortalisée par Suzard Côté, qui est un artiste de la région. J'ai ici une image de son œuvre Sablière d'Arthabasca. Je pense qu'à la maison, on ne la voit pas, mais ici, le conseil peut bien la voir. Il ne s'agit donc pas d'une simple carrière, mais bien d'un habitat précieux pour des espèces en danger au sein d'un lieu riche en biodiversité. La Ville est-elle consciente que ce site, visé par le projet domiciliaire, représente un patrimoine naturel pour la région? Est-elle consciente de l'importance du lieu pour ses citoyens et citoyennes? Peut-on vraiment s'afficher comme leader en développement durable tout en détruisant des milieux naturels pour le développement de nouveaux quartiers situés en périphérie de la ville et loin des services? Voilà mes questions. Merci pour votre question, Mme Murray. Puis je constate qu'il y a plusieurs personnes, je pense, qui sont venues pour le dossier de la sablière. Donc, ça nous permettra ce soir d'échanger un peu sur ce dossier-là ensemble. Tout d'abord, je veux juste vous dire qu'on partage le même objectif en lien avec la protection des milieux naturels. Puis d'ailleurs, le dossier qui est devant nous, c'est pas un dossier de la Ville de Victoriaville, c'est un dossier du propriétaire du terrain qui veut développer son terrain. Puis, juste pour remettre les choses en perspective, il faut dire qu'actuellement, sur le terrain dont il est question, la sablière, il est déjà permis de construire. Puis, en fait, le lot qui lui est permis de construire, parce que la réglementation municipale le permet, chose qu'on ne peut changer en date d'aujourd'hui, lui permet d'aller jusqu'à la rivière Nicolette, en fait, parce que ce lot-là se rend jusqu'en bordure de rivière. L'objectif du conseil municipal dans ce dossier-là, depuis le tout début, c'est de consentir le projet sur la section qui est principalement la sablière qu'on connaît actuellement, pour éviter justement qu'il empiète dans les milieux naturels. Parce que tout juste derrière la sablière, où il y a quand même du sable, de la roche, il y a un milieu naturel caractérisé qu'on souhaite protéger. Et c'est pourquoi on travaille avec le promoteur en question pour qu'il ramène son projet à seulement l'espace de la sablière. Parce que la vérité, c'est qu'en date d'aujourd'hui, s'il le souhaitait, il pourrait développer à même l'espace, le milieu naturel, en faisant une demande au ministère de l'Environnement pour une compensation, ce qu'on voit un peu partout. Puis nous, c'est pas notre souhait. Il y a même beaucoup plus de forêts en bordure de la rivière qu'on ne souhaite pas qu'il aille abattre. Donc, on travaille avec lui. Il n'y a pas d'autorisation qui est faite du projet en date d'aujourd'hui. Il y a eu une présentation proactive qui a été faite parce qu'on jugeait important d'informer les citoyens de ce qui s'en venait, puis en même temps de pouvoir dialoguer avec vous, ce qu'on fait ce soir, puis ce qui a été fait lors de la dernière séance d'information qui a été tenue. En même temps, la question de l'étalement urbain, puis tout ça, là, je partage plus ou moins votre lecture des choses parce qu'on est à l'intérieur du périmètre urbain de la ville qui est permis pour la construction. Si on allait demander de dézoner une terre agricole pour faire un nouveau quartier résidentiel, là, ce serait de l'étalement urbain. Mais là, on est dans un périmètre près des services. Vous dites loin des services, mais je pense que l'hôpital est tout juste à côté. La bibliothèque, même chose. Le centre communautaire d'Arthabasca aussi. Donc, on est quand même dans un secteur habité où on tente de trouver un équilibre entre la protection des milieux naturels et la construction d'unités d'habitation. Est-ce que je peux encore parler? Oui. Oui. Vous dites que c'est près des services. Il n'y a aucune infrastructure dans ce lieu-là présentement, qui est un milieu naturel. Et c'est la définition même de l'étalement urbain, M. le maire, si je peux me permettre. Je pense que j'ai une bonne lecture de la situation. Puis je suis heureuse de voir que vous êtes ouverts, vous et le conseil, à la discussion. Vous avez toujours la possibilité de refuser ce genre de projet-là pour démontrer justement que vous êtes, à la Ville de Victoriaville, là, des leaders du développement durable. Je m'arrête 2 minutes. Merci. Dans le fond, c'est parce qu'elle avait fait le temps. Elle avait 1 minute et demie de fait. OK.
On va prendre d'autres questions parce que vous êtes quand même plusieurs, mais s'il y a lieu, vous pourrez revenir, Mme Murray. Donc, Chantal Marcotte. Bonjour. Mon questionnement concerne aussi la sablière d'Arthabasca. Donc, le méga-projet domiciliaire Havre-Sacré-Cœur entre en contradiction directe avec la planification stratégique 2022-2027 de la ville de Victoriaville. Ma question comporte 3 volets. Donc, dans un premier temps, concernant l'orientation 3, favoriser la densification urbaine et la revitalisation des quartiers existants. Comment le projet répond-il à cette priorité, sachant que le projet favorise directement l'étalement urbain plutôt que la densification des terrains déjà urbanisés? Deuxièmement, concernant l'orientation 5, protéger les milieux naturels et les espaces verts. De quelle façon le projet répond-il à cette orientation, sachant que l'on propose de construire dans une zone sensible et que par le fait même, il ne permet pas de préserver notre patrimoine naturel? Finalement, concernant l'action 5.2, prioriser le développement durable dans toutes les décisions. Comment le projet Havre-Sacré-Cœur reflète cet engagement, sachant que les écosystèmes précieux seront sacrifiés au profit d'un développement qui ne respecte pas les principes de la durabilité? Parfait. Bon, vous aviez une technique là, sans bruit. Vous pouvez y aller avec les applaudissements si ça vous tente, là, mais juste parce qu'on va en avoir plusieurs des échanges ce soir, je pense que le concours, c'est pas qui fait le plus de bruit, mais on est à l'écoute de vos questions, puis on veut répondre aussi à celles-ci, puis aux préoccupations que vous pouvez avoir. Dans un contexte de densification urbaine, comme vous le mentionnez, on est à pied d'œuvre pour densifier puis maximiser l'utilisation de chaque pied carré à Victoriaville. En fait, depuis qu'on est entré en fonction, on a mis sur pied une panoplie d'initiatives visant à requalifier différents secteurs, à créer des incitatifs, à aller plus vite pour répondre aux enjeux, justement, du logement sur notre territoire. Maintenant, le terrain dont on parle, puis c'est ça qui est important de comprendre aussi, c'est qu'il est déjà dans notre périmètre urbain, il est déjà permis de le construire. C'est des unités de 8 logements qui peuvent être construites dessus, ce qui m'amène au deuxième point, qui est l'objectif de protéger les milieux naturels. Le boisé des Frères Sacré-Cœur, pour nous, c'est un des 4 parcs emblématiques de Victoriaville où l'on veut favoriser la protection de la biodiversité. On a déjà fait une annonce avec Nature Avenir récemment dans ce secteur-là. Puis actuellement, le projet du promoteur en question, s'il le souhaitait, pourrait empiéter dans ces milieux naturels-là. Donc, c'est dans l'objectif de protéger le milieu naturel, de même que toute la bande qui s'en va vers la rivière, qu'on travaille avec lui pour concentrer ses opérations sur le site qui, selon différentes études, est faible en espace naturel de toutes sortes, flore, faune, etc. Par contre, le bas du terrain, du lot, là, il est fort en aspect de biodiversité. C'est pourquoi on veut le protéger. Donc, tu sais, j'entends votre point de vue, sauf qu'en même temps, c'est une carrière, là, tu sais, jusqu'à tout récemment, opérée par une entreprise en excavation, là. Donc, on est loin d'un espace naturel sur la portion où le projet est destiné. Puis finalement, tu sais, pour toute la question du développement durable, faut prendre les choses avec un certain recul, là, de faire de la densification sur un terrain donné, c'est du développement durable. C'est maximiser l'espace qu'on a pour avoir le plus d'unités d'habitation et justement éviter d'aller dans des terres agricoles ou dans des nouveaux développements. Sur le projet qui nous est présenté, là, on a la capacité de mettre quasiment autant d'unités d'habitation que dans tout le quartier des Oiseaux ou dans une portion du quartier colonial qui, là, à cette époque, c'était de cette façon-là que les quartiers étaient développés, bien, c'était des grands espaces où les arbres étaient abattus, puis où il y avait des rues qui étaient faites, puis où il y avait une maison par lot qui était construite. Nous, on tente de faire différent. On veut limiter au maximum l'empiètement qu'on fait dans des nouvelles zones, mais là, dans le cas qui nous est présenté,
on croit qu'il y a lieu d'avoir un équilibre entre les deux, puis de protéger nos milieux naturels. Puis c'est ce qui nous permet, à ce stade-ci, d'être, somme toute, favorable au projet, mais en même temps, on n'a pas de décision à prendre ou qui est prise encore. Il y a du travail qui doit se poursuivre de la part de nos équipes et du propriétaire pour en arriver ultimement à quelque chose qui pourrait être acceptable des deux côtés, là. Donc, de ce que je comprends, la densité de population qu'il va y avoir là, il n'y aura pas d'impact sur le milieu naturel puis sur la biodiversité et tout. Bien, tous ces habitants-là, ça n'occasionnera absolument rien sur notre milieu naturel. non, je ne suis pas prête à dire ça. Pas plus que quand tous les quartiers de la ville ont été développés, il n'y a pas eu des impacts, là. C'est juste que nous, on tente de jouer un jeu d'équilibre entre l'impact que ça peut avoir puis la possibilité que le propriétaire a de construire déjà. Puis là, ben, c'est de cette façon-là qu'on le travaille pour justement le contenir dans un rectangle puis ultimement protéger, parce qu'on a eu ces discussions-là avec l'entrepreneur aussi. Puis il y a dans son projet de céder les ports qui sont des milieux naturels puis tout ce qui s'en va en bordure de la rivière Nicolette. Ce que si on ne s'entend pas, il peut ne pas le faire puis il peut même les développer. Donc, c'est là où on a les deux côtés de la médaille avec lesquels on doit jongler puis qu'on travaille actuellement à trouver un équilibre entre les deux. Je souhaite juste que ce projet-là n'ait pas lieu. Je comprends. Merci. Je ne suis pas certaine de le lire correctement. Là. Marie Plourde, est-ce que c'est possible? Marie... Marie-Claude. OK, il n'y a pas de nom de famille. Je cherchais un nom de famille. Marie-Claude. Donc... Bon, bien, moi aussi, je viens parler du projet. Je suis quand même assez perplexe vis-à-vis le peu de pouvoir que vous avez à protéger cet endroit-là. Mais j'y vais avec ce qu'on avait recueilli comme information. Bien, la Sablière d'Arthabasca accueille sur une base régulière un nombre important d'amateurs de plein air qui viennent y admirer la nature, notamment plusieurs ornithologues qui y observent la diversité impressionnante d'espèces d'oiseaux qui s'y trouvent. Ces espèces sont pour la plupart répertoriées grâce à la plateforme eBird, une application dédiée à cet effet. Les espèces indiquées sont passées en revue par les réviseurs régionaux eBird afin d'assurer la crédibilité et l'exactitude des listes publiées. À l'heure actuelle, 160 différentes espèces d'oiseaux ont été répertoriées pour le site d'observation Parc du Boisé des Frères du Sacré-Cœur, qui couvre également la superficie de la Sablière d'Arthabasca. Parmi ces espèces, on retrouve l'hirondelle de rivage, un oiseau migrateur en péril dont la population canadienne a chuté de 98 % au cours des 40 dernières années. Cette espèce protégée est aperçue régulièrement dans cette zone et elle niche dans le talus en bordure de la rivière. Je peux toutes vous donner mes références. Le martinet ramoneur et le goglu des prés sont deux autres espèces menacées et vulnérables qui ont été aperçues à l'intérieur des limites du site d'observation. Il va sans dire que la sablière abrite également une panoplie d'autres espèces animales susceptibles d'être importunées par la construction et la présence du projet domiciliaire, comme la tortue serpentine, la tortue peinte, la marmotte, le renard roux, le cerf de Virginie, la couleuvre rayée et une multitude d'autres amphibiens et rongeurs. Ma question est la suivante. La Ville a-t-elle pris en considération le caractère unique de la sablière ainsi que sa biodiversité fragile et menacée avant d'envisager la construction d'un projet domiciliaire qui pourrait, par ailleurs, être réalisé sur un autre site qui serait moins sensible, tout simplement? Parce que c'est vraiment particulier, cet endroit-là, pour... Puis là, on dirait que vous dites que vous n'avez aucun pouvoir pour arrêter des constructions sur un site aussi unique. On est étonné. C'est le droit à propriété. Là, quand vous êtes propriétaire d'un terrain puis que le zonage le permet, vous avez le droit, vous l'avez acheté en toute connaissance de cause que vous aviez le droit de construire X. Puis s'il y a un changement d'usage en cours de processus, bien là, ça peut aller jusqu'en cours, puis il pourrait y avoir des débats, des jugements qui sont en faveur ou contre l'autre. Mais
dans le projet qui nous appelle, c'est justement pour éviter de se rendre là, puis pour protéger ultimement le milieu naturel, qu'on tente d'avoir une entente où il viendrait être circonscrit au haut de la carrière. Parce que tous les attributs que vous donnez au projet là, sont tous vrais, là, mais vous parliez beaucoup du boisé des Frères Sacré-Cœur dans son ensemble. Puis, tu sais, le boisé des Frères, c'est pas mal plus que le terrain en question. Puis surtout, quand vous parlez dans bordure de rivière, bien, c'est justement, c'est toute la portion au bas qu'on veut éliminer du projet de construction, auquel, actuellement, s'il le souhaitait, il pourrait aller jusque-là. Donc, c'est dans cette optique-là, puis tu sais, toute la caractérisation des oiseaux, là, tu sais, on en a des études préliminaires, puis il va continuer d'en avoir jusqu'à ce qu'on ait un projet final entre les mains qui vont être faits. Mais oui, il y a de la biodiversité en forte présence dans le milieu naturel. Oui, il y a plusieurs espèces rares en bordure de la rivière, mais pour ce qui est de la portion sablière sur le haut, on a les mêmes études qui disent qu'il n'y a pas une forte présence de biodiversité, il n'y a pas une forte présence de flore. Ça va de peu à nul. Donc, avec ces informations-là, bien, on tente de protéger ce qui est le plus important pour nous en valeur environnementale, puis de permettre un développement sur la portion qui est la moins... Donc, j'imagine qu'on peut avoir accès à vos informations, à vos données là, par rapport à la faible niveau. Oui, je veux dire, on connaît quand même notre territoire, on a des données, puis les promoteurs qui veulent développer doivent aussi faire leurs propres études. Donc, ça, c'est en cheminement jusqu'à temps qu'on décide d'accepter un projet. Là. Je vous remercie. Ça fait plaisir. Audrey Marchand. Je veux juste revenir sur votre dernière phrase. Dans le fond, c'est jusqu'à temps que vous acceptiez le projet. C'est bien ça? Non, si... Mais c'est pourtant les mots que vous avez utilisés. Non, mais c'est que, ultimement, si on ne s'entend pas, le propriétaire peut développer ce qu'il veut sur son terrain et on n'a pas un mot à dire là-dessus. OK. Donc, je vais y aller avec ma question. Le projet domiciliaire Havre-Sacré-Cœur va à l'encontre des objectifs que s'est fixé la Ville de Victoriaville. En effet, le conseil municipal s'est engagé unanimement lors de la séance de janvier dernier à respecter les objectifs de la COP 15 visant à protéger 30 % de son territoire pour la conservation de la biodiversité. Cependant, malgré cet engagement louable, la Ville a actuellement l'intention de protéger seulement 60 hectares, soit environ 0,7 % de sa superficie totale de 84,2 km². Cet écart met en évidence l'urgence d'action plus ambitieuse pour atteindre les objectifs fixés et protéger notre patrimoine naturel. Étant donné que les besoins diffèrent selon les espèces, il est important de protéger et restaurer les habitats variés. Les milieux ouverts, comme la sablière d'Arthabasca, sont des habitats fauniques et floristiques essentiels à la survie de nombreuses espèces qui en dépendent ou qui les utilisent comme site de nidification, de reproduction, d'abri ou d'alimentation. Ils servent également de zones tampons et de corridors de dispersion pour la faune. La diversité et l'abondance d'espèces dépendent de la taille et de la qualité des milieux ouverts ainsi que de leur pérennité. Situé entre les milieux humides, la rivière et le boisé des Frères, la sablière d'Arthabasca se veut en complémentarité avec ses autres habitats. L'urbanisation de ce milieu naturel menacerait l'intégrité et la qualité de la biodiversité de Victoriaville. Vous êtes à 2 minutes, madame. De quelle façon le quartier signature du Havre-Sacré-Cœur permet-il de respecter les engagements de Victoriaville, considérant qu'il détruira un milieu naturel et perturbera tout un écosystème? Bon. Donc, pour répondre à votre question, à prime abord, en ayant une entente avec le propriétaire actuellement, on viendrait protéger un espace naturel d'importance pour la ville de Victoriaville. Toute la portion du bas,
qu'il s'est engagé à céder à la Ville et que la Ville, on a une entente avec Nature Avenir pour la préservation puis le maintien de la biodiversité dans ces ententes-là, bien, ce ne serait pas possible si on ne convient pas d'une entente. Puis ultimement, là, le pire peut arriver, là, puis il peut payer une compensation au ministère de l'Environnement du Québec directement, là, puis décider de le remblayer puis de construire dessus le milieu naturel. Fait que dans notre objectif de protection de nos milieux naturels, là, si on ne fait rien, là, puis qu'on le laisse aller, là, bien, ça pourrait être beaucoup plus dommageable que ce qu'on souhaite faire avec lui que de densifier sur le secteur qui a le moins de valeur au niveau environnemental. Maintenant, comme je le mentionnais depuis tantôt, c'est un équilibre qu'on tente d'aller chercher. Puis je ne rentre pas dans tout le volet habitation aussi, où ce que, tu sais, des besoins en logement, il y en a. Puis on peut s'obstiner longtemps à dire, il pourrait-tu en avoir où ailleurs? Bien oui, il pourrait en avoir. On est toutes prêtes à les accepter partout. Mais là, en ce moment, le projet qui est devant nous, c'est celui-là. Puis celui-là, quand il nous a été présenté, ça a allumé des flags de notre côté parce qu'on a dit, OK, on est proche du boisé, on est dans un secteur avec des milieux humides, des milieux naturels. Ouais, même si on se dit ça, si lui, il le souhaite, là, il continue, il fait son plan, il le développe, il vend ses terrains, puis il demande sa compensation au ministère de l'Environnement. Fait que c'est là que là, on a dit, OK, lui, il a un projet, nous, on a nos objectifs de développement durable, on va regarder à travailler ensemble pour minimiser les dégâts puis maintenir ça dans la portion du haut. Puis ultimement, bien, on protège nos milieux naturels, on les protège à perpétuité parce qu'on va pouvoir les céder à Nature Avenir pour en assurer le maintien puis la protection. Puis on crée du logement sur la portion du haut qui est... celle qui n'a pas de valeur forte au niveau de la biodiversité selon les analyses qu'on a. Fait que, tu sais, c'est vraiment là où on est. On partage le même objectif. Il faut faire attention quand on met tout dans le même panier et qu'on dit que ce terrain-là, c'est le boisé des frères. Ce terrain-là, il ne nous appartient pas, là. Pas plus à la Ville qu'aux citoyens en ce moment. S'il y a des gens qui l'utilisent, là, c'est correct. Là, c'est parce que le propriétaire permet le passage sur son terrain. Là. Mais aujourd'hui, le propriétaire il a décidé qu'il y avait un terrain puis qu'il voulait faire du développement, puis que le zonage de la municipalité le permettait. Donc, à partir de là, c'est là où on doit réagir, puis on doit trouver une mesure mitoyenne, ce qu'on tente de faire. Puis, on est à l'écoute de vos préoccupations, on est très sensible à ces dernières, puis c'est là que nos équipes travaillent à avoir un projet qui n'empiète pas dans les milieux naturels, puis qu'au contraire, va venir les protéger à perpétuité. Je vais juste terminer avec deux petites phrases simples, là. La première étant que c'est pas juste un terrain, c'était une sablière. Si on remonte là, dans le fond avec certaines données, puis si on remonte avec Google Maps aussi, on est très bien capable de voir que c'est une sablière qui s'est faite naturellement. C'est pas juste quelque chose qui est arrivé comme ça, qui a été créé par les gens qui étaient propriétaires, là. C'est vraiment un endroit naturel. Donc, j'aimerais vraiment spécifier ça. Puis la deuxième chose, je vais vous rappeler ce que vous m'avez dit, M. le maire, tantôt, la décision vous revient. Exact. Bonjour. Donc, Gilles Labrosse. Bonsoir. Mon nom est Gilles Labrosse. Je suis résident du secteur Arc-Tabasca, non loin de la Sablière. Je m'y promène souvent, ainsi que beaucoup de monde ici. Donc, je le connais bien, puis beaucoup d'autres mondes le connaissent. Comme on vient de le souligner, dans le moment, Vito protège 60 hectares de ses espaces naturels, à peu près un peu moins d'1 %. Mais on entend souvent, de la part de l'administration actuelle, qu'on est un leader du développement durable. Et la population le souhaite, effectivement. Donc, peut-être qu'en tout cas... Mais moi, je aimerais ça mettre les choses en perspective. Parce qu'on peut dire ça, mais quand on les compare, ça se relativise. En 2021, à Drummondville, on protégeait déjà 1638 hectares des espaces naturels. Déjà, donc, plus que 25 fois plus qu'actuellement à Victoriaville. Puis Drummond s'est engagé dans son plan futur, qui est en cours depuis quelques années, à rajouter 7000 hectares. En 2018, un autre exemple. Il y a 6 ans, Sherbrooke protégeait 12 % de ses espaces naturels. Déjà, il y a 6 ans, 12 fois plus qu'ici. L'an passé, c'était 20 %. Et on vient, le 8 juin, d'adopter un plan où la Ville va protéger 45 % de ses espaces naturels.
Donc, on pourrait donner d'autres exemples, Ville de Laval, etc., où, dans beaucoup de cas, les villes protègent 10, 20, 30 fois plus d'espace naturel que Victoriaville. Donc, on peut relativiser et dire, on est plutôt, sans vouloir choquer personne, à l'arrière-garde dans ce domaine-là. Pas dans tous, heureusement. On a parlé aussi, mais on a parlé aussi tantôt de protéger, que ça va déranger le bas, mais que c'est pas le bas tant que ça là, qui va être dérangé. On peut circuler là, on peut marcher. Quand on sort du Boisé des Frères, on tourne à droite, on s'en vient vers le centre-ville, et puis juste un peu dépasser la carrière, puis même qu'il allonge là, à un pied. Il y a des marais humides, il y a des milieux humides, il y a des castors. Je ne veux pas répéter ce que les autres ont dit, mais il y a beaucoup de vie. Vous êtes à 2 minutes, M. Labrosse. Déjà? Oui. Ça va vite. Hein? Mais il y a une occasion, puis il y a une occasion d'aller de changer les choses radicalement, puis ça va un petit peu à l'encontre de ce que vous avez dit, M. Tardif, parce que ce n'est pas vrai. Actuellement, en tout cas, moi, de ce que j'ai comme le Centre québécois du droit de l'environnement dit, avec la loi 39 qui a été adoptée à l'Assemblée nationale du Québec en décembre dernier, permet aux villes, donne le droit aux municipalités de protéger des milieux humides, hydriques, de protéger des milieux naturels qui ont une valeur écologique en rachetant à leurs propriétaires les terrains concernés. Et c'est ce qui est radicalement différent dans la situation de risques fiscaux que les municipalités se trouvaient avant, parce qu'ils risquaient d'être poursuivis. Et maintenant, ça va faire qu'on peut éviter comme ça, dorénavant, aux villes qui osent faire ce pas-là, de protéger leur milieu naturel. Alors, ma question est la suivante. Afin, pour rattraper un petit peu notre retard, puisqu'il y a un retard assez considérable il y a à cette période de changement climatique puis de catastrophes un peu partout dans le monde, voulez-vous utiliser la loi 39 pour protéger la sablière et tous les milieux naturels humides, marécages, etc., qui sont alentours, y compris la zone inondable à la fin de laquelle se finit la sablière? Et quand vous parlez du bas, M. Tardif, c'est une zone inondable. Ça va prendre un point ou un point d'interrogation à la fin. Ah ben. Bon, après les applaudissements, vous avez des chants d'encouragement pour votre question. Bien, chacun son tour. On n'a pas l'habitude de s'applaudir pour les décisions qu'on prend ici, mais pour répondre à votre question... C'est une partie de la voie. À chaque ville, sa réalité. Là, vous m'avez nommé des municipalités qui ont fait leur plan de protection des milieux naturels, puis je salue toutes les villes du Québec qui sont en marche dans cette volonté-là de protéger les milieux naturels. À Victoriaville, on a une particularité. On est dans un milieu qui est très fort en agriculture. C'est près de 60 % de notre territoire. On ne peut pas aller protéger les territoires qui ne sont pas les nôtres non plus. Donc, on travaille à l'intérieur de notre périmètre urbain avec un pourcentage qu'on s'est fixé de protéger 30 % de nos espaces sur lesquels on a un certain contrôle. Puis on en a protégé déjà. Puis on veut justement, avec l'aide des propriétaires privés, en protéger davantage. C'est ce qui nous a amené à faire notre entente avec Nature Avenir, à laquelle était présente Canard illimité, qui est l'un des plus importants organismes de protection au Canada, puis qui saluait le mouvement de la ville de Victoriaville. Donc, on est en marche à ce niveau-là, puis je pense que personne peut le renier. Par contre, lorsqu'on parle d'ajouter des hectares en protection, c'est exactement ce qu'on va faire. Parce que c'est un propriétaire privé actuellement qui a sur son terrain un marécage arbustif d'importance avec toutes les caractérisations que vous lui donnez. Puis notre souhait dans ce dossier-là, c'est justement de le protéger à perpétuité. Puis toutes les valeurs environnementales que vous donnez là, à ce site-là, là, on est tous d'accord. C'est notre volonté ferme là, de le protéger, puis que plus jamais il puisse y avoir quelque développement que ce soit qui puisse s'y faire. Pour en arriver, bien, c'est là où on doit avoir une entente avec lui pour pas que ça arrive, puis pour que ça soit préservé à perpétuité. C'est là où on en est. Puis comme je vous l'ai mentionné d'or et d'emblée, on n'a pas convenu encore de cette entente-là. Donc, on travaille avec lui, puis on espère, en toute honnêteté,
que le lien ne se brisera pas, parce que s'il se brise, lui, il va calculer sa superficie totale de terrain, puis qu'est-ce qu'il pourrait y faire, puis il va décider de son plein gré qu'est-ce qu'il en fait. Puis là, bien, ça serait sûrement pas la volonté qu'on a, puis peut-être qu'il pourrait dire, bien, moi, le marécage, ça vaut la peine que je le compense parce qu'il y a une autre portion un peu plus à l'ouest qui est intéressante, où il y a un peu moins de biodiversité, où je pourrais construire encore d'autres unités d'habitation. Donc, nous, on met une ligne en haut du marécage, puis on dit le développement doit se faire au nord de ça, s'il y a développement. Puis maintenant, bien, les équipes vont le travailler, puis à terme, on va avoir un projet ou non, une entente ou non. Puis c'est dans cette optique-là qu'on le travaille. Là. J'entends ce que vous dites, M. le maire, mais vous ne répondez pas à ma question parce que la loi 39, elle vous permet d'acheter ce terrain-là à la Ville. La loi 39 a été adoptée par l'Assemblée nationale du Québec. Si c'est un milieu naturel, la portion du haut, là, selon les analyses qu'on a, là, c'est pas un milieu il y a eu beaucoup de remblais au cours c'est pas un milieu naturel. Les caractéristiques environnementales se retrouvent dans le bas du terrain. Ces questions-là sont encore en suspens, d'ailleurs. Puis comme vous dites, on ne peut pas attendre trop de... Il y a 98 % des demandes de dérogation pour les milieux humides qui sont acceptées par le ministère de l'Environnement, où on peut y donner d'autres noms. Justement, de là notre mouvement pour éviter que ça arrive. Si on est le développement durable de faire payer avec les autres. On travaille dans le même objectif, M. Labrosse. Vous venez de le dire, je suis pas sûr, 98 % des demandes au ministère de l'Environnement sont acceptées. Si je me fie à votre statistique, je n'ai pas la donnée sous les yeux. Oui, c'est Thomas Gerbet qui l'a donné. Bon, bien, si c'est le cas, là, ça veut dire que si on ne réussit pas à s'entendre avec lui, là, puis il fait une demande au ministère de l'Environnement... vous avez le droit en tant que municipalité, on a le droit en tant que municipalité d'acheter ce terrain-là sur lequel vous voulez bâtir 332 logements. Fait que... C'est ça. Vous ne répondez pas à ma question. Vous ne le considérez pas, vous me répondez d'autres choses. Non, mais on pourrait tout acheter à la ville si on voulait. Là, non, on ne vous parle pas de ça. Là. Ben non, mais des milieux... Répondez à la question, pas à côté. Là. Ce qu'on vit comme réalité, c'est qu'à Victoriaville, la zone blanche, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est la zone construisible. Ça, là, ça fait partie de la zone blanche. Qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas, c'est construisible. Des zonages blancs, Victo, il n'y en a plus, puis on n'a pas le droit d'aller dézoner des terres agricoles pour en faire des zonages blancs. Donc, on travaille dans notre périmètre. Parle de sablière, là, écoutez-moi, M. Labrosse. Là. Je fais rien que ça. Là. Bien là, vous interagissez tout le temps. Là. Je réponds, vous écoutez plusieurs fois question. Ce soir répéter les mêmes choses, M. Tardif. Bien là, si vous ne m'écoutez pas... je peux vous réexpliquer ça encore. Moi, je voudrais vous amener d'autres arguments. Bon, Par exemple, la ministre Laforêt, l'année passée, est venue présenter le plan d'aménagement du territoire, ici même à Victoriaville, puis elle a dit que quand on veut... Oui, il faut... Monsieur Labrosse, vous faites preuve de respect depuis le début, je vous écoute, mais là, vous interrompez ma réponse. Je vous parle du zonage blanc. J'ai pas parlé du zonage résidentiel depuis le tout début. Ça devrait vous intéresser. Ça m'intéresse. On n'en a pas beaucoup du zonage blanc à Victoriaville. On travaille à l'exploiter au maximum. Le terrain en question, il est zoné blanc. Ça, ce que ça veut dire, c'est que pour le propriétaire, il a le droit de construire. Un coup que c'est fait, ça, ce zonage-là, il est connu par le propriétaire, par la ville. C'est ce qui nous empêche aussi d'aller développer d'autres zones. C'est pas notre souhait. On veut maximiser le zonage blanc. Là, dans le zonage blanc actuel, il y a un marécage, il y a un milieu naturel d'intérêt pour nous qu'on veut protéger. Donc, on travaille comme bon collaborateurs à trouver une entente qui pourrait être bénéfique pour les deux parties puis qui nous permet d'atteindre nos visées en développement durable tout en construisant des unités d'habitation puis parce que c'était votre question, en évitant de commencer à acheter des terrains partout puis ultimement, c'est des coûts. Là. On ne peut pas acheter des terrains si on n'a pas d'entente avec les gens qui veulent les souhaiter. Puis l'année passée, il disait que c'était 550 000 ce terrain-là. OK, on va arrêter de discuter ensemble parce que vous n'écoutez pas. Puis moi, je vous respecte, je vous laisse poser vos questions, mais ça doit être dans les deux sens. Mais vous, pas vous. Fait que, écoutez. Ça va être une autre question, M. Labrosse. D'accord. Manon Leclerc. Bonsoir à toutes et à tous. J'entends bien votre volonté de vouloir protéger ce milieu-là, mais moi, quand vous considérez de bâtir 332 logements-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là, ça ne marche pas. Vous dites que vous avez la volonté, mais je ne la sens pas, pour être honnête, je ne la sens pas. Donc, sachant que les milieux humides sont indispensables à maintenir la vie et qu'on doit les protéger,
Ça fait partie des engagements des gouvernements, ça. Sachant que bâtir au Boisé des Frères, tout juste à côté des milieux humides, c'est comme bâtir directement dessus. Vous parlez beaucoup de la sablière, vous voulez protéger les milieux humides, mais vous ne considérez pas que de bâtir 332 logements, c'est comme bâtir directement dessus les milieux humides. À un moment donné, il faut se rendre compte que c'est ça. Il faut arrêter de jouer avec les mots, je pense. Bâtir sur la vie animale et végétale qui s'est établie là depuis longtemps et qui, je le rappelle, est indispensable à maintenir la vie. On parle de la vie, là. On ne parle pas d'argent puis de règlement, puis de ne pas avoir le choix parce que c'est une zone blanche ou peu importe. Là, on parle, c'est futile tout ça. Là. À un moment donné, il faut être intelligent puis il faut se rendre compte que c'est de la vie qu'on parle. Notre vie. Car bâtir là, c'est tuer toutes ces espèces vivantes et nous tuer à petit feu. Considérant les nombreuses questions et préoccupations soulevées par les citoyens et citoyennes à l'égard du projet domiciliaire sur le site de la sablière d'Arthabasca, nous en appelons à l'intelligence, au courage et au sens des responsabilités du conseil municipal. Vous avez le pouvoir, ça je suis convaincue, et je suis tellement convaincue que vous avez le pouvoir de bloquer ce projet-là et de protéger notre précieux écosystème. Il est impératif que vous agissiez maintenant pour être à la hauteur des attentes de vos concitoyens et concitoyennes et de l'héritage de vos prédécesseurs. Refuser ce projet destructeur, c'est montrer que vous êtes dévoué à un avenir durable pour Victoriaville. Et même, ça s'étend, si on parle de la vie, ça s'étend bien plus qu'à Victoriaville aussi. Est-ce que le conseil municipal a la volonté de refuser ce projet? Vraiment, je voudrais le savoir vraiment. Vous l'avez dit tantôt, là, vous en avez parlé, mais j'aimerais bien savoir si vous êtes prêt à tout faire, puis je pense que vous êtes capable de tout faire pour le refuser. Puis, et qu'est-ce que la ville est prête à réaliser pour protéger la sablière d'Arthabasca? Parce qu'on ne parle pas seulement de la sablière, je répète, ça touche... C'est pas vrai que 332 logements qui vont être bâtis là, que ça va protéger les milieux humides. C'est pas vrai. Ça se peut pas. C'est impossible. Moi, là, entendre parler de tout ce que vous dites, si on se met dans le contexte, c'est impossible que ça touche pas tous les milieux. Donc, je répète les questions. Est-ce que le conseil municipal a la volonté de refuser ce projet? Vraiment. Et qu'est-ce que la ville est prête à réaliser pour protéger la sablière d'Arthabasca? Parfait. Merci. Donc, merci pour votre commentaire. En fait, est-ce que la Ville de Victoriaville a le pouvoir de freiner ce projet-là? La réponse, c'est non. Je vous l'ai déjà expliqué depuis le début. Est-ce que la Ville de Victoriaville a ce souhait-là de protéger les milieux naturels? Assurément. Puis c'est de cette optique-là qu'on travaille au cours des prochains mois, qu'on travaille depuis quelques temps pour essayer d'avoir un développement qui protège les milieux naturels puis qui permet la construction d'unités d'habitation. Puis on va continuer notre travail en ce sens-là. Puis lorsqu'il y aura un projet de façon plus étoffée qui nous sera présenté, bien, on espère qu'on va avoir un dénouement qui est souhaitable au niveau du développement durable et pour le propriétaire du terrain. C'est dans un objectif de travail ensemble pour avoir le meilleur résultat qu'on travaille en ce moment-là. Pas dans un objectif de confrontation. Puis si on se lance dans un objectif de confrontation, on peut finir qu'on perd tout au passage aussi. Là. Ça, je pense pas. Je pense pas qu'on... À d'autres personnes, terminé? Okay. S'il en restait sur notre liste. Là. Oui, il en reste. Bien, je pense que je n'ai pas pris mon 3 minutes de toute façon. Je pense que oui. Je pense que non. Elle ne me l'a pas dit, en tout cas. Oui, j'ai dit 2 minutes. Oui, mais il me restait une minute. Ah, OK. Mais on en a donné des solutions ce soir-là. Je ne sais pas si vous allez les envisager, là. Allez-vous les envisager? Ah oui, certainement. Tout ce qui est dit, on n'est pas insensible à ça. Tout le monde est ici, on est à l'écoute. La séance d'information qui a été tenue... Vous n'étiez pas là en passant? Non, mais je ne peux pas être dans toutes les séances d'information, mais il y avait des représentants. Le conseiller municipal du quartier, d'ailleurs, était là. Plusieurs employés de la municipalité qui étaient là ce soir-là. Puis cette consultation-là n'était même pas obligatoire. Là. On l'a fait
de façon proactive. Là. Si on voulait, là, on aurait gardé ça en catimini, puis le jour du projet, on aurait pu l'adopter ici au Conseil, puis les jeux seraient joués. C'est pas notre souhait. On sait que c'est un milieu sensible. Il y a eu plusieurs désinformations qui ont eu lieu aussi par rapport à ce terrain-là. Puis là, bien, on veut vous en informer. On veut qu'il n'y ait pas de cachette. Je vous parle de façon transparente. Je vous dis exactement où la Ville loge. La Ville, elle loge à un espace où on tente de protéger le milieu naturel au bas et de permettre la construction résidentielle au haut. On pense que c'est la meilleure entente pour tout le monde. Ça ne nécessite pas des décaissements de la municipalité dans un processus de surenchère pour tenter d'acheter un terrain. Puis ça nous permet de répondre à des besoins d'habitation tout en protégeant nos milieux naturels. La position de la Ville, là, c'est celle-là. À maintenant, il n'y a pas de projet devant nous encore. On n'a pas à statuer si on accepte ou pas un projet. Il n'y en a pas. Il y a des pourparlers, puis il y a des échanges qui se font avec nos équipes, puis on tente, avec votre pouls, avec les informations qu'on a, de prendre la meilleure décision pour la suite. On n'est pas insensible, on vous entend, on vous écoute, puis on va tout prendre ça en considération dans l'analyse qu'on va avoir à faire d'un éventuel projet final. Je vous entends, mais on demande plus que ça, Monsieur le maire. On demande plus correct. que ça. Vous Beaucoup avez le plus droit que à votre ça. demande. Oui, mais on vous demande. Je pense que tout le monde ici, on vous demande beaucoup C'est plus correct. que ça. Merci. Oui, je comprends. On avait aussi des questions en ligne. Oui, puis il y a Joanne Allard qui n'était pas là pour ça. OK. Je vais faire diversion. Je vais vous parler des éoliennes. Donc, moi, dans le fond, ce soir, là, je viens vous parler du BAP générique. Je vous en ai parlé à la dernière séance du Conseil. J'aimerais savoir si vous ferez partie des municipalités qui ont opté pour en faire la demande. OK? Parce que, dans le fond, le BAP générique, là, c'est primordial. Donc, le BAP générique est important dans le contexte des éoliennes, car le gouvernement a décidé de lancer des chantiers à grandeur du Québec, obligeant les municipalités à devenir investisseurs avec des promoteurs privés, et ce, avec des délais très courts. Il devient difficile de bien cerner les enjeux de ces différents projets qui, pris isolément, peuvent sembler intéressants, mais que collectivement, ils seront néfastes pour nos régions, nos terres agricoles, mais également pour la survie de notre société d'État qui s'appelle Hydro-Québec. Jusqu'à présent, nous faisons partie des pays qui sont favorisés par le fait que nous contrôlons le coût et le prix de notre énergie. OK? Partout où ils ont privatisé les compagnies électriques, les citoyens ont vu les factures exploser. Là, on a encore la chance, je ne sais pas combien de temps encore, qu'Hydro-Québec nous appartienne. Mais là, notre Hydro-Québec est en danger. Donc, tout l'argent qu'on envoie au privé, parce que l'argent qui va aller chez Boralex, c'est une multinationale. Ce n'est pas une compagnie québécoise logée à Kings Falls, c'est une multinationale. Ils sont même plus obligés de faire affaire au Québec pour acheter les morceaux d'éoliennes. Ils sont plus obligés de faire affaire avec Marmen et compagnie. Ils peuvent faire venir ça de l'Asie s'ils veulent. OK? Donc, on n'a plus de contrôle là-dessus. Le gouvernement leur a permis parce qu'il manque de main-d'œuvre, il manque de tout. Tout l'argent qu'on envoie au privé n'est plus disponible pour nous, citoyens, et c'est nos factures d'électricité qui augmenteront et celles de nos petits entrepreneurs. L'ensemble de ces projets financés et dont les risques sont assumés par Hydro-Québec fragiliseront notre société d'État car elle assure les profits aux compagnies et assume les risques. Ça fait 2 minutes, Mme Allard. Pour que cette énergie devienne disponible, c'est Hydro-Québec qui devra construire et financer 5000 km de nouvelles lignes de transport pour acheminer l'électricité. Et ça, là, quand Hydro-Québec rentre sur un territoire, il s'installe, il ne demande même pas la permission. Nous autres, quand même, on est fin, on demande aux gens de signer. Tous ces éléments sont oubliés dans le processus car elles ne sont pas visibles par chacune des MRC, mais elles auront un impact sur notre environnement et sur notre qualité de vie. Et tous ces travaux en même temps en feront exploser les coûts. L'offre et la demande. Plus il va y avoir de demandes, plus ça va coûter cher. De plus, la quantité de béton nécessaire pour faire une éolienne produira énormément de GES, ce qui n'est pas négligeable dans un développement vert. Le BAP générique devient primordial pour nous, les citoyens, car pour l'instant, on a mis de l'avant les retombées économiques. Ça fait 3 minutes, Mme Allard.
OK, ben, je m'en reste pas long. Parmi ces citoyens, vous avez, tu sais, pour nous autres, les citoyens, c'est important, puis parmi les citoyens, il y a des entreprises, des PME, qui ont vécu grâce aux investissements d'Hydro-Québec. Ici, à Victo, on a plusieurs entreprises qui sont nées parce qu'il y avait des contrats avec Hydro-Québec et qui ont survécu grâce à Hydro-Québec. Mais si on tue Hydro-Québec, ces gens-là n'auront plus accès à cet argent-là. Mais quand l'argent sera dans les poches de Boralex, qui d'ailleurs n'a plus d'obligation d'acheter régionalement ni au Québec, l'argent disparaîtra dans d'autres pays où les coûts sont moins chers. C'est encore Hydro-Québec qui prendra en charge les risques et les multinationales les profits. Donc, si vous croyez en la beauté de votre région, si vous croyez dans notre bien-être collectif, demandez un BAP générique. Les citoyens comptent sur vous, car on aime notre ville et on aime notre compagnie d'électricité. On partage cette dernière phrase. Juste pour vous rassurer, l'appel d'offres auquel la MRC avec Boralex a décidé d'appliquer, c'est à la demande d'Hydro-Québec. On collabore avec Hydro-Québec. On a un achat d'électricité garanti pour notre projet parce qu'Hydro-Québec demande l'aide des collectivités et de partenaires privés pour répondre à la demande en énergie. Puis vous parliez tout simplement du privé comme si c'était juste l'entreprise qui allait s'enrichir. Dans le contexte de la MRC d'Arthabasca, on est à 50-50 avec l'entreprise privée. Donc, si l'entreprise, comme vous le mentionnez, va s'enrichir, bien la MRC également va s'enrichir parce qu'on partage les revenus de ce projet-là. Donc, nous, il a été analysé à l'échelle de notre région. Il y aura un BAP, comme vous en parliez. La question du BAP générique, je pense que vous avez fait la demande à la MRC. Ils vont pouvoir décider si... C'est local. Il faut que chaque municipalité vote pour. OK. Mais dans le cas du BAP, il va avoir lieu chez nous. Tous les gens qui veulent se prononcer vont pouvoir le faire. Puis nous, c'est pas nous qui décidons quel type de BAP est utilisé. Il y a un BAP qui est la forme actuelle d'évaluer les projets, qui est le projet de notre région, comment il va être évalué. Puis je pense que ça permet à tout le monde de s'exprimer puis de pouvoir faire valoir son point de vue dans ce dossier-là. Mais monsieur le maire, quand on a un gouvernement qui est face à la privatisation, bien, il demande à Hydro-Québec de faire affaire avec les entreprises, alors que Hydro-Québec a la capacité de le faire. Puis deuxièmement, bien, vous avez beau me dire que vous faites de l'argent, vous allez faire 200 000 $ par année avec les éoliennes pour la ville. Demandez donc 5 $ de contribution à tout le monde, vous allez l'avoir, votre 200 000 puis on n'aura pas besoin d'investir dans les éoliennes. Là, votre calcul n'est pas le bon, là, parce que la ville de Victoriaville est partie prenante de la MRC d'Arthabasca, puis la MRC d'Arthabasca va empocher pas mal plus que 200 000. Donc, la ville de Victoriaville, indirectement, touche une part beaucoup plus importante que ce que vous mentionnez. Donc, j'entends ce que... Mais seulement, il y a 2 millions qui restent une fois les dettes payées, là, parce que l'éolienne, elle coûte quelque chose. Ça va coûter 5 millions. Vous en faites 7 millions à la MRC. Bien, il y a toujours bien 2 millions à se partager à la gang. Fait que ça ne fait pas une fortune, mais les éoliennes, ça va nous coûter un bras, puis dans 30 ans, il faudra les démanteler ou faire quelque chose avec. C'est bon. Merci. Donc, Monsieur le maire, on a dépassé le temps pour la période de questions. Il reste encore 4 personnes dans la salle qui avaient des questions. On a également des questions, mais sur le même sujet, en fait. Pas sur le sujet des éoliennes, là, sur le sujet de la sablière. Puis, on a également des questions en ligne qui visaient également la carrière, la sablière d'Arthabasca. Mais il y a une question qui n'est pas sur ce sujet-là également en ligne. Ce que je suggère, là, il est 19h23, puis on doit poursuivre aussi notre séance de travail qu'on n'a pas terminée. Prenons des questions jusqu'à 19h30. Ensuite, les questions, la question en ligne, puis on aura la chance de toute façon de se reparler par rapport à ce dossier-là. Donc, Sylvie Lemelin. Oui, bonsoir, mesdames, messieurs. J'aurais envie de faire un peu le pont entre les deux sujets qui ont été abordés. Alors, le développement domiciliaire... dont je me souviens plus tellement de la désignation, là, le quartier signature, si j'ai bien compris. Et en même temps aussi les éoliennes.
Je pense qu'un conseil de ville a le devoir et c'est écrit dans votre plan de développement, d'effectivement de protéger l'environnement. On se réclame d'une ville comme une ville du développement durable. Et c'est tout à votre honneur, d'ailleurs, de vouloir accélérer la densification des villes. Je pense que c'est comme ça, justement, qu'on évite, justement, d'aller s'installer ailleurs, de déboiser, par exemple, et ainsi de suite. Alors, bravo pour la densification, comme d'ailleurs, bravo pour l'énergie éolienne. Donc, ma question couvre un peu les deux sujets. Je suis pour la densification et pour l'énergie éolienne. Cela dit, je crois que la Ville, dans ces deux dossiers-là, n'a pas tout à fait agi comme il aurait été souhaitable. Elle n'est peut-être pas assez loin. Et j'aimerais que le Conseil de Ville ose davantage aller plus loin et s'assure que, justement, ce développement durable se fasse correctement. Alors, si je reviens à la question du développement des 332 logements, 332 logements avec potentiellement 664 voitures qui vont s'installer. Tantôt, M. le maire, vous parliez d'une densification souhaitable dans cette période de manque de logement. Je ne suis pas sûre que c'est le type de logement dont on manque beaucoup à Victoriaville. Ça me semble être des logements de luxe, plutôt, ce qui sera développé là. Alors, je ne suis pas sûre que ça répond réellement au besoin qui est le plus criant, qui est vraiment d'avoir des logements abordables. Mais j'aimerais savoir si vous êtes bien conscient que tout le passage, la circulation, l'installation dans ce quartier-là va clairement avoir, et tout le monde l'a dit avant moi, avoir des impacts sur l'écologie environnante. Est-ce qu'on peut réellement, comme quelqu'un le disait précédemment, sauvegarder les espèces et l'écosystème si on développe un quartier extrêmement densément peuplé? Et je comprends qu'en ce moment, Vous avez dépassé votre 2 minutes. Ah, déjà, oui. Alors, je comprends que la Ville a peu de choses à faire, sinon racheter. Elle nous a clairement dit qu'elle ne l'envisageait pas pour le moment. Mais est-ce que c'est pas possible aussi de dédensifier ce quartier-là? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire moins que 332 logements de façon à éviter justement le pire des scénarios, c'est-à-dire l'annihilation complète des espèces qui sont déjà en voie de disparition. Alors, il y a d'autres solutions. Je comprends que celle qu'on aurait voulu, c'est que la Ville achète le terrain pour le protéger. Mais y a-t-il moyen d'en faire moins que 332? Est-ce que vous avez envisagé ça? L'avez-vous discuté avec le promoteur en question? Et est-ce que ces buildings-là qui vont être construits, est-ce qu'il y a une limite de nombre d'étages où il peut faire tout ce qu'il veut à l'intérieur de cette zone blanche? J'aimerais avoir des détails là-dessus, s'il vous plaît. Non, exactement. Bien, ça fait partie des discussions qui sont en cours en ce moment. Puis ça fait partie aussi des choses qui ont été mentionnées lors de la séance d'information. Un coup qu'on parle là, du projet en soi, le type d'unité, puis donc ça a été rapporté même par notre conseiller du secteur, Michael Provencher. Donc, ça fait partie des discussions avec eux. Juste pour expliquer grosso modo comment le calcul va se faire, c'est que le promoteur analyse qu'est-ce qu'il pourrait construire avec la réglementation actuelle, ce qui lui permettrait d'aller, comme on le mentionnait tout à l'heure, faire une demande pour compensation du milieu naturel, puis de se rendre jusqu'en bordure de la rivière, puis d'évaluer comment il pourrait vendre ses terrains s'il allait jusque-là, versus nous, ce qu'il va pouvoir construire dans le lot circonscrit qu'on lui offre. Puis là, il va faire un calcul, c'est les analyses qu'il fait, puis il va dire « OK, j'ai un avantage à densifier, je vais pouvoir aller chercher un revenu semblable sans aller utiliser l'entièreté de mon terrain que je suis prêt à vous céder. » Donc, tu sais, c'est le genre de négociation qu'on a avec le propriétaire en ce moment. Puis c'est le genre de pourparlers sur lequel on a discuté puis on serait ouvert à baisser le nombre d'unités. Bien, je vous encourage, comme plan B, advenant que vous refusiez d'envisager d'acheter le terrain, de le réduire de beaucoup. Merci. Merci. Donc, on pourrait prendre une dernière question de la salle, puis ensuite les questions en ligne, puis poursuivre la séance de travail. Donc, Guillaume Ama. moi, je peux lui laisser mon temps. Ce sera pas long. C'est quoi votre nom? Josée Laroche, Arthabasca.
je fréquente à ce milieu-là. Si je comprends bien, si je suis détentrice d'un terrain, je peux faire absolument ce que je veux. Vous n'avez aucun pouvoir sur ce que je vais faire. Est-ce que c'est ce que je comprends? Non, tout dépendamment du zonage en vigueur. OK, mais si je suis dans un zonage comme la Sablière, je peux faire absolument ce que je veux. Bien, pas nécessairement. Ça dépend de votre terrain. Bien, vous semblez dire que lui a le droit d'aller construire jusqu'à la rivière. Bien, son terrain est immense. Il va jusqu'à la rivière. Oui, mais il a le droit de faire ce qu'il veut sur ce terrain-là. Non, il n'a pas le droit de faire ce qu'il veut. Il fait ce qu'il peut en fonction du zonage qui lui est permis. En ce moment, le zonage, là, moi, je me trompe. C'est 2 étages de mémoire, là, avec un nombre de logements par 8 logements, 2 étages. 4 logements, OK, 2 étages. Ça, je comprends. Vous voulez circonscrire ça à la Sablière. Mais l'autre partie du terrain, vous semblez dire que si lui, il décide, s'il ne s'entend pas avec la ville, il peut construire ce qu'il veut dessus. Il peut faire ce qu'il veut, jusqu'à la rivière. Dans la zone inondable. Bien, la zone inondable, il y a des règles qui le prescrivent. Là. Il ne peut pas faire une demande de compensation d'une zone inondable. Il peut faire une demande de compensation d'un milieu naturel qui a été, selon ce que j'ai compris, accepté à 98 dans les derniers temps. Donc, la ville de Victoriaville n'a aucun pouvoir sur ce que lui va décider de faire. Il est tout puissant là-dedans. Non, il n'est pas tout puissant. C'est pourquoi on est en négociation avec lui. OK. Merci. Ça fait plaisir. Elle n'a pas pris tout son temps, puis que c'était moi la dernière intervention. Je peux-tu faire mon intervention? Allez-y. OK, parfait. Ça va dans le même sens que ce que Madame disait. En fait, je trouve ça très spécial. Juste avant de commencer la discussion publique avec nos citoyens et citoyennes ici, on vous entendait dire adjuger telle patente, la clôture d'un tel accepté, la piscine d'un autre refusée. C'est juste, ça me semble à moi surréaliste de penser qu'il faut demander une permission pour définir la hauteur de notre clôture à nous, propriétaires d'une maison, alors qu'une personne qui détient un aussi grand terrain n'a pas nécessairement à passer par toutes ces réglementations claires-là qui lui permettent de définir, OK, c'est ça que tu peux, c'est ça que tu peux pas. Fait que je trouve ça assez spécial, la différence de pouvoir que nous avons versus ce que ce propriétaire-là semble avoir. Deuxièmement, je tiens à vous rappeler aussi que, évidemment, si ce terrain-là allait de l'avant, ça nous donnerait l'occasion à Victoriaville de rallier les troupes, de rallier des activistes, de rallier des artistes, les secteurs culturels pour venir faire des événements festifs et manifestifs pour manifester notre désaccord envers le développement d'un tel projet. Donc, si jamais ce projet allait de l'avant, ça serait... à vous, une occasion en or d'être créatif autour de ça. Donc, ça pourrait aussi amener l'attention médiatique sur Victoriaville et venir un peu remettre en question le slogan de la ville de Victoriaville pour une ville de développement durable. Donc, est-ce que vous avez aussi considéré cette possibilité-là de la mauvaise presse que la ville pourrait avoir de laisser avancer un projet comme celui-là? Bon. Écoutez, à votre question, bien que ce n'est pas notre souhait, on ne prend pas les décisions en fonction de la presse que ça peut donner. Là. On prend les décisions dans le meilleur intérêt des citoyens, puis dans le cas présent, dans le meilleur intérêt de la préservation du milieu naturel qui nous est tous cher, soit celui du boisé puis du marécage qu'on retrouve dans le bas. Maintenant, on peut être d'accord ou en désaccord avec le moyen qu'on utilise, mais nous, on considère qu'à ce stade-ci, la meilleure façon d'avoir une entente qui nous permet d'atteindre nos objectifs, c'est de continuer de travailler avec le promoteur puis d'essayer de le contenir sur la partie nord du terrain. C'est ce qu'on va continuer de faire tout au long de l'été jusqu'à temps qu'on ait un projet final entre les mains. Puis pour ce qui est de la question en lien avec les dérogations mineures puis tout ça, bien justement, c'est parce que c'est des dérogations, c'est des trucs qui ne sont pas conformes à la réglementation. Puis, dans le cas qui nous occupe, il peut en déposer un projet sans avoir à venir nous parler puis sans avoir à nécessiter un projet de règlement ou de dérogation mineure. C'est nous-mêmes aussi qui souhaitons avoir cette discussion-là avec lui pour pouvoir protéger le milieu naturel. Donc, on est dans ces échanges-là, puis on a ce souhait-là aussi d'être en discussion avec vous. C'est pourquoi on a fait une séance de consultation publique qu'on n'avait pas l'obligation de faire.
c'est pourquoi ce soir, on veut répondre à la majorité de vos questions. Puis le temps venu, quand il y aura un projet final, on aura la chance de s'en rejaser aussi. Là. Ça va revenir en assemblée, non? Oui, s'il y a un projet de développement là, c'est sûr que ça va repasser au conseil municipal. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, j'ai dit il n'y a pas de projet ce soir qui a été accepté par le conseil municipal. Mais maintenant, on ne se défile pas. Oui, on est en pourparlers, puis oui, notre stratégie, telle que je vous l'ai mentionné, c'est de tenter de limiter à la moitié du terrain pour qu'ils construisent dans le haut. Puis maintenant, après, tout le reste, on vous entend, là, vos préoccupations, puis la densité, puis le nombre d'habitations, puis la considération que ça pourrait avoir sur le transport. On n'est pas insensible à tout ça, là, puis on va s'assurer que si on va de l'avant avec un projet, ultimement, bien, on a le meilleur projet qui répond au mieux à vos attentes puis vos préoccupations. J'ai une dernière question. Quand vous dites la partie nord du terrain, qu'est-ce que ça inclut? Où est-ce que ça se termine? Est-ce qu'on parle d'un terrain qui se termine, disons, à la hauteur du stationnement de la bibliothèque du Boisé des Frères ou quelque chose qui descend encore plus bas jusqu'à la fin des dunes de sable? Première question. Deuxième question. Comment est-ce possible qu'un tel terrain ait pu jamais être zoné blanc? Comment est-ce possible et depuis quand un terrain en bordure de rivière comme celui-là, un milieu humide, inondable, peut être zoné blanc et donc donner à son propriétaire tous les droits? Et n'est-il pas dans le pouvoir de la Ville de changer le zonage d'un terrain alors que ce zonage actuel ne correspond plus à la définition et à ce qu'un endroit... Aujourd'hui, si ce zonage-là a été défini dans les années 70, 60, 50 ou avant, aujourd'hui, dans la définition de qu'est-ce qui peut être zoné blanc, est-ce que ce terrain-là correspond à un terrain qu'on pourrait aujourd'hui considérer comme être zonable blanc, étant donné ses caractéristiques? Et sinon, pourquoi la Ville ne choisit pas de transformer le zonage de ce terrain afin de pouvoir le protéger? Merci, Mesdames et Messieurs. Bien, je ne sais pas exactement c'est à quel moment là, que le zonage était effectif sur ce terrain-là. À même titre qu'il y avait une exploitation d'excavation du Sceau, pour ne pas le nommer, qui avait lieu sur ce site-là il n'y a pas si longtemps. Maintenant, pour la question du changement de zonage, c'est à partir du moment que quelqu'un a un projet connu par la Ville, puis qu'il y a un désir de changement de zonage, bien là, ça peut aller jusqu'à des poursuites parce que tu viens changer un zonage alors que lui savait qu'il pouvait construire X, Y, Z sur son terrain. Fait que là, sachant ça, nous, la Ville, comme bon conciliateur, médiateur, on dit OK, lui, il y a un projet, le zonage le permet, on n'a pas analysé, on n'a pas une fine analyse de chaque terrain, mais là, ce terrain-là est propice au développement. Puis là, on dit, bon, bien, comment est-ce qu'on peut contenir le projet dans une section qui nous apparaît plus raisonnable? Puis c'est pourquoi on travaille de cette façon-là. Mais le zonage le permettait déjà, je ne sais pas depuis combien de temps, puis il peut déposer son projet d'habitation. Mais je pense que ce serait une donnée importante d'aller voir dans l'historique du zonage de ce terrain-là, afin de savoir, OK, est-ce qu'il a déjà été zoné autre que blanc? Depuis quand est-ce qu'il est zoné blanc? Est-ce qu'il aurait pu, par hasard, être zoné blanc depuis l'année passée, puis on ne le sait pas? C'est toutes des choses qu'on ne sait pas, mais je pense que c'est des questions qui se posent, puis que ça serait important d'aller divulguer publiquement les informations au sujet de l'historique de zonage de ce terrain. Pas de problème. Donc, on terminerait avec les questions en ligne. Oui, il y en a une seule, en fait, qui est un sujet autre, de Marlène Dumont. Concernant la plantation d'arbres obligatoires sous peine d'amende, est-ce que les promoteurs qui ont détruit tous les arbres dans le quartier colonial ont eu des permissions spéciales ou ils sont reçus des amendes compte tenu que le règlement exigeait un arbre en façade? Les responsables de coupes sévères sont les promoteurs et vous exigez que les citoyens en payent la facture. Comment pouvez-vous justifier ça? Bien, justement, en lien avec l'abattage d'arbres pour un terrain résidentiel, jusqu'à tout récemment, il n'y avait pas de pénalité pour l'abattage lorsque tu demandais ton permis de construction, chose sur laquelle on travaille actuellement, qui serait une redevance à l'abattage d'arbres. Donc, on est à mettre sur pied actuellement avec les services de la Ville
et un service de géomatique, si on veut. Lorsque les gens vont venir faire leur demande pour l'implantation d'une unité d'habitation, va d'être calculée la canopée perdue, puis un montant va être exigible lors de la demande du permis. C'est quelque chose qu'on a jasé avec les élus, à la Commission des finances également. En fait, Victoriaville va devenir l'une des premières villes aussi à mettre sur pied ce type d'analyse-là lors de l'émission du permis. En même temps, ce qui est à l'analyse en ce moment, c'est la question légale liée à ça pour être sûr qu'on a vraiment le pouvoir de le faire et le calcul qui va s'y rattacher. Donc, oui, c'est quelque chose qu'on veut mettre en place, idéalement, d'ici la fin 2024, si on est capable, sinon, dès le début de la prochaine année. Donc, ça compléterait. Merci beaucoup. Je pense qu'on a eu la chance d'échanger beaucoup ensemble. Là. Une dernière question très rapide. En fait, j'aimerais savoir, pour vous laisser le temps de trouver l'information, la date exacte du premier échange que vous avez eu avec le promoteur concernant une idée de projet de développement. Parce que le 14 août 2023, dans le contexte où il y a eu une demande d'approbation référendaire qui a été portée, vous avez dit en conseil municipal qu'il n'y avait aucun projet de développement. Donc, la déduction simple, c'est de se dire, bien, s'il y a eu des pourparlers avant, il y a eu une information qui a été erronée. C'est pour ça que je vous laisse le temps de réfléchir puis de trouver la bonne réponse, c'est tout. Bien, Merci on va beaucoup. pouvoir vérifier sans problème. Donc, sur ce, je vous remercie tout de même de vous être déplacés en aussi grand nombre. On sait que c'est un dossier qui est sensible pour les résidents du secteur, mais aussi pour toute personne à Victoriaville qui est préoccupée par le développement durable et la protection de nos milieux naturels. On n'est pas insensible à ça d'aucune façon. On tente, comme je vous l'ai mentionné ce soir, de trouver un équilibre entre les objectifs de développement durable et de droit de développement du privé. Puis on est confiant qu'on va réussir à trouver une entente qui sera bénéfique pour tout le monde. Pour ceux qui nous écoutent à la maison, je vous souhaite de belles vacances, de même que ceux qui sont ici avec nous, puis on se retrouve au mois d'août prochain. Merci, bonne soirée. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir.